Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Dans notre première rubrique « Un mot pour enrichir ton vocabulaire », nous allons parler du greenwashing. Le terme greenwashing est né de la combinaison des mots anglais green, qui signifie vert, et whitewashing, qui signifie blanchiment. Ce terme désigne une pratique trompeuse utilisée par les entreprises, les organisations ou même les individus pour se donner une image écologique positive, alors qu'en réalité, leurs actions en faveur de l'environnement ne sont que superficielles ou cosmétiques. Le greenwashing consiste à donner l'impression de prendre des mesures responsables pour l'environnement, mais sans réellement agir de manière significative pour réduire leur impact négatif. Le terme a vu le jour dans les années 1980, lorsque les entreprises ont commencé à utiliser des slogans, des publicités ou des stratégies de communication pour se présenter comme respectueuses de l'environnement. Cependant, déjà à l'époque, ces affirmations étaient souvent exagérées ou mensongères, ayant pour principal objectif d'améliorer leur image de marque et d'attirer les consommateurs soucieux de l'écologie. Le greenwashing peut prendre différentes formes. Par exemple, une entreprise peut utiliser un emballage écologique pour ses produits, tout en continuant à produire des biens ayant un impact néfaste sur l'environnement. Une autre tactique courante consiste à mettre en avant des actions ou des dons en faveur de causes environnementales, tout en ignorant les problèmes environnementaux majeurs liés à leurs activités principales. Parmi nos entreprises, nombreuses sont celles qui utilisent cette technique un peu frauduleuse. Citons le numéro 1 en la matière, Total Energy, qui s'autoproclame, je cite, « acteur majeur de la transition », alors qu'il demeure, je cite Greenpeace, l'un des plus grands pollueurs mondiaux. Citons également Coca-Cola, qui a récemment mis au vert son image à travers ses emballages, qui se targue de faire du plastique 100% recyclé, alors que toutes les études pointent du doigt un constat, la première pollution en termes de déchets plastiques est attribuée à cette marque. Il est crucial de prendre conscience des dangers du greenwashing car il induit les consommateurs en erreur, leur faisant croire qu'ils font des choix écologiques alors qu'en réalité, ils soutiennent des pratiques non durables. De plus, cela peut semer la confusion dans les débats publics sur les véritables solutions aux problèmes environnementaux. Pour éviter de tomber dans le piège du greenwashing, il est important d'adopter un regard critique et de remettre en question les affirmations environnementales. Les consommateurs peuvent vérifier les certifications indépendantes, les labels écologiques reconnus et les rapports de durabilité pour évaluer les véritables efforts d'une entreprise en matière de responsabilité environnementale. Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent également un rôle essentiel en adoptant des mesures pour prévenir et sanctionner le greenwashing. D'ailleurs, en parlant d'excès, savez-vous quelle est la différence entre extrêmement et excessivement ? Allez,
Je vous explique ça dans la suite de l'épisode, une règle pour mieux utiliser le français. Excessivement et extrêmement sont deux adverbes qui expriment une intensité élevée, mais ils présentent quelques nuances de sens distinctes. Excessivement, formé à partir de l'adjectif excessif, signifie de façon exagérée ou abusive. Il indique un dépassement d'une limite ou d'une mesure raisonnable et suggère donc un excès ou une quantité supérieure à ce qui est considéré comme normal ou approprié. Par exemple, si l'on dit « il parle excessivement fort », cela signifie qu'il parle d'une manière qui dépasse le volume sonore habituel ou acceptable. Il est généralement employé dans un contexte négatif. Il roule excessivement vite. Il fait excessivement froid. Extrêmement, dérivé de l'adjectif extrême, met quant à lui l'accent sur une intensité extrême ou maximale dans un domaine spécifique. Il exprime un haut degré ou une grande intensité sans nécessairement impliquer un dépassement des limites. Par exemple, si l'on dit « il est extrêmement talentueux », cela indique qu'il possède un talent exceptionnel sans nécessairement suggérer un excès. Il est souvent suivi d'un adjectif ou d'un adverbe, par exemple « les pâquerettes sont extrêmement jolies »,« ils sont extrêmement bien habillés ». En résumé, excessivement se réfère à un dépassement des limites ou des normes, tandis qu'extrêmement met l'accent sur une intensité élevée ou un haut degré, sans nécessairement impliquer un dépassement. Cependant, dans certains contextes, les deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, et leur distinction précise peut varier selon le contexte et l'interprétation personnelle. Selon vous, dans l'expression « au ras des pâquerettes », on est plutôt dans quelque chose d'excessivement bas ou d'extrêmement bas? Allez, vous avez 2 heures. D'ailleurs, savez-vous d'où nous vient cette expression? Allez, c'est parti pour notre 3e rubrique, une expression pour mieux comprendre notre langue. L'expression française « au ras des pâquerettes » est utilisée pour décrire quelque chose de très bas, de médiocre ou de peu élaboré. Elle sert à exprimer le fait que quelque chose est au niveau le plus bas, qui manque de profondeur ou de qualité. C'est au XVIe siècle que l'on commence à utiliser l'image de cette petite fleur sans intérêt dans une expression visant à contrebalancer l'idée de grandiose. Quoi de mieux que la pâquerette pour illustrer la médiocrité? Elle pousse partout et personne ne la regarde, et encore moins ne l'accueille pour concevoir des bouquets. Naîtra à cette époque l'expression « rater avec les pâquerettes ». Au XVIIIe, la langue française continuant d'évoluer, l'expression se transforme et devient « à ras de terre avec les pâquerettes ». Se soulageant d'un poids trop lourd, la langue poursuit sa transformation jusqu'à nous donner aujourd'hui l'expression « au ras des pâquerettes ». J'attire quand même votre attention sur un point très important. La pâquerette est très utile. Dans le prochain épisode, je vous donnerai une astuce pour utiliser cette petite fleur loin d'être sans intérêt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode orthoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!